Très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique dans votre émission Génération News. Merci de nous recevoir chez vous. La philosophie, cette démarche de réflexion critique et de questionnement sur le monde, est-elle une affaire de jeunes? Nous allons consacrer la première partie de cette émission à cette problématique. Et si votre professeur était votre portable pour apprendre une langue étrangère, de plus en plus de personnes se tournent aujourd'hui vers des applications mobiles. Mais peut-on réellement apprendre une langue étrangère grâce au numérique? C'est la problématique que nous allons aborder en deuxième partie d'émission. Et pour en parler, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Mamadou. Mamadou, vous êtes sénégalais de nationalité, vous êtes dans l'éducation via le numérique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous allons également le plaisir de recevoir notre ami Baudelaire. Baudelaire, vous êtes poète et philosophe. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Un plaisir partagé. Nous avons également l'honneur de recevoir Issa. Issa, vous êtes dans le domaine du digital, la transformation digitale. Merci également d'être là aujourd'hui. Heureux de vous retrouver ici. Et nous avons le plaisir d'accueillir la seule femme sur le plateau. Il s'agit évidemment de Ramatoulaye. Vous êtes rédactrice web, mais passionnée de la philosophie. C'est également un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Exactement, tout le plaisir est pour moi. Nous allons à présent démarrer l'émission. On parlait de la philosophie. Est-elle aujourd'hui une affaire de jeunes? C'est la question qu'on se pose. Cette capacité à réfléchir, s'extraire du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui pour se questionner, c'est en tout cas la philosophie. Baudelaire, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de philosophie quand évidemment on a cette capacité de s'extraire, de réfléchir, de questionner le monde? Oui, en fait, c'est l'image même qu'avait donnée Platon de la philosophie dans l'allégorie de la caverne, quand il parlait du prisonnier qui contemple le monde intelligible pour revenir ensuite, étant défait de ses chaînes, informer ses contemporains de la vérité sublime. C'est ça, en fait, le philosophe, c'est-à-dire de se détacher des chaînes de la société, de se détacher des préjugés, de se détacher des réalités toutes faites, pour enfin contempler une réalité peut-être intérieure, une réalité humaine au sens, avec grand H, je peux dire, c'est-à-dire une réalité universelle. C'est ça, en fait, la philosophie. Et justement, parlons de cette réalité en faisant allusion évidemment, Mamadou, à la philosophie. Pourquoi cette matière devrait occuper une place essentielle dans l'enseignement? Oui, parce que essentiellement, elle traite des sujets comme la pensée critique, la remise en question sur le plan personnel et comme sur le plan également de la cité, remettre en cause, se projeter. Et je pense que ça fait partie aujourd'hui des compétences que les jeunes ont besoin de développer au XXIe siècle. Donc cette pensée critique, cette communication, cette collaboration. Donc il n'y a pas meilleur exercice pour moi que philosopher, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Quelque part, nous sommes tous philosophes, Issa. Oui, on peut dire que nous sommes tous philosophes dans la mesure où on est en face de certaines problématiques que seule une pensée critique peut régler. Et je prends le pas de Mamadou quand il parle de revenir dans la philosophie à la base, parce que quand on voit à l'école, par exemple, si on ne stimule pas cette créativité, cette pensée critique des enfants-là, ils vont tomber dans le piège actuellement de la modernité. Le piège de la modernité, c'est qu'actuellement, 80% d'entre eux sont dans les Snapchat, Facebook, Google, YouTube et tout ça. Donc en fait, ils ont tendance à être un peu plus bêtes, excusez-moi un peu du terme, mais c'est ça en fait. Vous leur posez des questions, mais ils n'ont pas une certaine culture générale. Ils ne parviennent pas à remettre en question certaines problématiques. Et le fait de leur donner, de les inculquer ces valeurs-là depuis la base, je pense que c'est très important aussi. En parlant de la base, inculquer ces valeurs de philosophie depuis la base, le Mozambique et le Kenya, également le Canada, ont mis en place un projet d'initiation à la philosophie aux jeunes, c'est-à-dire des activités où les jeunes de 8 ans, donc dès le préscolaire, arrivent à échanger sur des problèmes auxquels ils sont confrontés. Une initiative louable, Ramatoulaye. Merci. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Très intéressante thématique et je pense que ça doit être quelque chose que tout le monde devrait réfléchir dessus, tout le monde devrait penser sur cette thématique-là. Et aussi par rapport à la philosophie dès le bas âge, c'est très important aujourd'hui. Ça, il faut le noter. Ça ne doit pas seulement être une affaire pour le Canada ou pour la Mozambique, ça doit être pour tous les pays. Chaque pays dans son système éducatif doit intégrer la philosophie dès le bas âge. Parce qu'il faut noter une chose qui est très importante. Les enfants ont une curiosité qu'ils développent dès le bas âge.
Donc aujourd'hui, les adultes qui les enseignent ne doivent pas restreindre ou bien les contraindre à ne pas développer cette curiosité-là. Aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui demain vont diriger ou bien vont gérer les plus grandes sociétés du monde. Donc il faut dès un certain âge leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, à poser les bonnes questions et à trouver des solutions par eux-mêmes. Et ne pas les contraindre à exécuter, mais à penser, à réfléchir et à concrétiser cela. Donc, je pense quelque part, oui, Voilà. allez-y, Baudelaire. Je pense qu'actuellement, le plus grand piège de l'homme, c'est l'apostat identitaire. Senghor parlait d'enracinement puis d'ouverture. La société sénégalaise avait déjà réglé le problème du bas âge, de l'apprentissage philosophique dès le bas âge, à travers le conte. Souvenez-vous, Lévi-Strauss disait « Les contes sont des mythes auxquels on a cessé de croire ». On vous dit que la philosophie est née du mythe. Maintenant, à chaque conte, il y a une leçon didactique qui permettra à l'enfant de se remettre en question, qui lui permettra une réflexion sur lui-même et sur son environnement. Maintenant, après le conte, après avoir dépassé la dimension du conte, il y a la dimension de la réflexion. Ça, c'était pour les jeunes, pour la jeunesse, la dimension de la réflexion, du questionnement sur la société en général. Mais après, nos vieux se retrouvaient sous l'arbre à palabres pour parler des choses relatives à la sagesse. C'est pourquoi Mme Pateba disait, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Hassan Silla nous dit que ce n'est pas des relations qui sont diverses, qui n'ont aucun lien. Non, non, non. La philosophie et la sagesse sont intimement liées. Il s'agit d'une réflexion et d'un mode de vie. C'est juste un problème de nomination parce que la philosophie, elle est amour et quête de la sagesse, alors que amour et quête de la connaissance, la sagesse, c'est l'application juste de cette connaissance. Et Ramatoulaye parlait d'un point qui est très essentiel, l'enseignement évidemment de la philosophie dès le bas âge. Que faut-il faire aujourd'hui? C'est reformer le système, revoir la manière d'enseigner la philosophie à l'école aujourd'hui? Oui, je pense qu'il faut inévitablement reformer l'éducation, mais étant dans le secteur, je sais que ce n'est pas la chose la plus facile à faire, parce que réformer l'éducation, écoutez, les gens essayent depuis plusieurs années, mais c'est très difficile, parce qu'enfin, il y a des choses qui sont ancrées. Il ne faut pas aussi voir l'éducation uniquement sur le privé. On a également dans tous les coins du Sénégal, il y a aussi la formation des formateurs, des enseignants. Mais moi, je pense que si on est d'accord que l'enfant à bas âge, et comme Issa le disait tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'ils deviennent des suiveurs, parce que c'est là, en réalité, qu'ils puissent être eux aussi, avoir la capacité de réfléchir, de remettre en cause, de créer. Et pour créer, il faut avoir cette pensée critique. Pour créer, il faut se remettre en cause. Pour créer, il faudrait que dans votre cursus, à un moment donné, on vous ait amené à chercher. Alors qu'aujourd'hui, je mets à défi. Je suis sûr que si je regarde les cahiers ou les devoirs de mon petit frère ou d'un neveu ou CE1 ou CM2, ce n'est pas loin de ce que moi, j'ai eu à faire. Donc, un problème se pose. Donc, inévitablement, je pense qu'il faut reformer. Mais comment reformer, je ne sais pas, mais je pense que si on est tous d'accord qu'il faut de la pensée critique, il faudrait que ça soit développé par les jeunes, je pense qu'on va y arriver. Et la solution n'est pas qu'à l'école. Je pense que Baudelaire l'a dit, la solution n'est pas qu'à l'école. Peut-être qu'il y a une éducation informelle au niveau des comptes, au niveau de la famille, qu'il faut redonner plus de pouvoir pour qu'on sente que l'éducation, ce n'est pas une affaire uniquement de l'école. Et la philosophie, ça reste une matière assez transversale, parce que quand on regarde aujourd'hui le développement personnel, c'est de la philosophie, la psychologie, la sociologie, c'est de la philosophie, cette capacité à comprendre et à étudier l'autre, ça reste une matière importante. Bien sûr, prenez un exemple sur le droit, par exemple. Sur le droit, au Sénégal, on a ce qu'on appelle, il y a le droit sénégalais et il y a le contrat social sénégalais, donc ce qu'on a appris en sciences politiques. Et le contrat social sénégalais est ce qu'on peut dire en fait, la manière dont l'État et la société, avec ses guides religieux et ses guides de société, ont réussi à trouver un équilibre. Donc cet équilibre dans lequel actuellement le Sénégal vit est en partie en fait grâce à ce contrat social sénégalais. Et le contrat social sénégalais, quand on a fait beaucoup de recherches, on s'est rendu compte qu'en fait ça a pris racine sur beaucoup de us, beaucoup de coutumes de la société, partant des daras, partant des mariages, partant des actes culturels en tant que tels que la société faisait. Et on s'est rendu compte que c'est en fait ces éléments
éléments-là qui ont joué en fait sur notre stabilité. Et maintenant, c'est bien transversal. Ça monte au-delà même du droit, ça va au niveau de l'éthique. Quand on parle de science actuellement, maintenant, les gens vont dire que oui, est-ce qu'on va pouvoir modifier le génome humain pour faire certains éléments-là? C'est la philosophie qui a appuyé maintenant cette éthique-là des gens pour qu'on se limite à faire des actes abominables. Ça va au niveau de l'agriculture avec des OGM, ça va dans beaucoup d'éléments. Donc souvent, il est important de revenir en fait à la base pour nous reposer certaines questions, parce que l'homme est souvent victime de la tentation de toujours en vouloir savoir plus. Celui qui était dans la caverne, sûrement, peut-être, il ne s'est pas arrêté au portail, il est sorti. Donc c'est un peu ça en fait. On se rend compte que c'est une discipline large et transversale aussi. En fait, c'est ça aussi la philosophie, c'est cette capacité, Baudelaire, à sortir de cette zone de confort dans laquelle nous sommes. Oui, c'est cette volonté de se remettre en question. C'est un effort conscient et réfléchi où l'homme cherche à comprendre ce qui lui paraît incompréhensible. C'est ça en fait la philosophie. C'est la quête de la compréhension de l'incompréhensible à travers son être à lui, l'être en général, l'être avec E majuscule, et sa manière d'être à lui, donc son vécu, son environnement, sa destinée, donc le temps et l'espace. Donc pourquoi se cadenasser dans ce qui est déjà quand on peut dépasser ses limites? C'est ça en fait la philosophie. Dépasser les limites qui sont déjà posées, dépasser les réalités qui sont déjà posées, dépasser le confort qui est déjà produit pour en fait acquérir une réalité supérieure, une vérité autre, un confort supérieur. C'est ça. Ils ne sont pas assez entendus, hein, les philosophes sur le continent, Ramatoulaye. Oui, parce que il va falloir que l'on comprenne deux choses, ou bien que l'on parte sur deux principes. La première chose, c'est que il faut que les gens sachent que la philosophie, ce n'est pas seulement une question de réflexion. Ça ne se limite pas à une réflexion et une simple réflexion. Ça va au-delà. Ça va de la réflexion jusqu'à la concrétisation des questions qui ont été soulevées dans la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, le philosophe, la personne qui pense, qui réfléchit, qui cherche à trouver des solutions à un problème donné, doit, après avoir trouvé les solutions idéales et adéquates, concrétiser cela, mettre cela en pratique et attendre un résultat donné. Et après, c'est à partir de ce résultat-là que d'autres questions vont naître, d'autres réflexions vont naître. Donc, il faut d'abord que les gens sachent que, en premier, la philosophie ne se limite pas uniquement à une réflexion, mais ça va de la réflexion à l'aboutissement des solutions trouvées. Évidemment, c'est tout un processus, hein, la réflexion. Sauf que le philosophe, malheureusement, en Afrique, certains ont une autre perception de la philosophie, malheureusement péjorative, parce qu'évidemment, en Afrique, le philosophe, c'est celui qui est très proche d'un centre psychiatrique, c'est quelqu'un qui n'a pas, évidemment, toutes les idées en place. Que faut-il faire aujourd'hui pour changer ce regard du philosophe sur le continent? Je pense que la clé, c'est dans la transversalité. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on comprend que dans philosophie, il y a des exercices qui sont importants à développer et sur le plan comportemental, de la manière de réfléchir, de résoudre les problèmes, comme dit Rama, jusqu'à la concrétisation, il suffit pour nous dans cette masse de prendre ce qu'il faut aux jeunes, à l'enfant, à chaque étape et pouvoir l'inculquer. Donc, au finish, tout le monde aura fait de la philosophie sans qu'elle ne soit, je vais dire, forcément une discipline à part entière. Elle doit être une discipline à part entière, certes, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on va plus voir le jeune au bout en train de réfléchir et dire, mais écoutez, est-ce que finalement on a besoin d'utiliser un téléphone portable? On dit, ah mais toi tu es un philosophe. Ah non, parce que c'est ça. Le philosophe dans la rue, chez nous, c'est celui qui se met à tout remettre en question, qui pose des questions dont on ne devrait pas se poser. Mais si on a eu toutes ces découvertes scientifiques dans le monde, c'est parce que des gens se sont posés des questions, qui se sont dit non, il n'y a pas de hasard, il y a des choses qui sont tangibles et ça a donné ce résultat-là. Moi, je pense que pour changer, il faut démystifier, parce que c'est aussi ça. Il faut démystifier, pas que la philosophie, les mathématiques. Aujourd'hui, on se perd à dire, ben, écoutez, on a trop de bacheliers littéraires, c'est parce qu'on a passé tout le temps à mystifier un certain nombre de disciplines qu'il faut aujourd'hui démystifier. C'est la philosophie, c'est les mathématiques, et peut-être que les mathématiques font même partie de la philosophie. Il y a une partie, en fait, quelque chose que je voudrais ajouter sur ce que vous venez juste de dire, en fait. Quand on prend le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple,
il y a Simon Sinek qui a écrit dans son livre « Start with the why », commencer par le pourquoi en tant que tel. Et il a démontré comment est-ce que les grandes entreprises qui ont les plus réussi à travers le monde ne sont pas focalisées sur le problème, ils sont focalisés sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que moi je devrais faciliter les transactions entre les gens pour qu'ils puissent transférer de l'argent et autre chose? Si on va à l'intérieur d'une entreprise, une entreprise qui fonctionne bien, on se rend compte qu'il y a un esprit dans cette entreprise-là, quelque chose qui permet aux gens de continuer. La raison pour laquelle toi, tu te lèves tous les jours pour continuer. Donc, s'il n'y a pas un soubassement même philosophique dans ce que tu exécutes comme action, tu ne vas pas pouvoir y aboutir. Et ça te permet de résoudre un certain nombre de problèmes, ça te permet de trouver de la motivation quand tu parlais de développement personnel tout à l'heure aussi. Et en fait, quelque part, c'est pas très loin. On parlait évidemment de reformer le système, la manière d'enseigner la philosophie. Est-ce que la solution, ça reste la pratique, le concret? Quand on sait aujourd'hui, à travers les définitions que nous avons apportées de la philosophie, c'est notre quotidien tout simplement, Baudelaire. Effectivement, c'est notre quotidien, même si la masse populaire pense que la philosophie se limite à la mort de Dieu, bien à la nudité qui cherchait l'homme à midi. Mais la philosophie, c'est le quotidien de l'homme. Il faut comprendre cela, que la philosophie, c'est la réflexion quotidienne sur l'homme et sur l'environnement de l'homme. Quand je parle d'environnement, je parle de la société, je parle du quartier, de la République, du département, de la commune, de la région. Bref, l'homme et tout ce qui l'entoure. Tous les éléments de la vie humaine se retrouvent dans la philosophie. Dans le questionnement et dans la réflexion, dans l'aboutissement de cette réflexion, comme tu disais, mais dans l'aboutissement concret. Hassan Silla disait que la réflexion précède l'action et lui désigne sa finalité. C'est-à-dire une action qui n'est pas réfléchie court forcément sur un mur. Une réflexion qui n'est pas matérialisée, elle est comme inutile, stérile j'allais dire. Donc il y a toujours ce corrélatif entre réflexion et action qui produit fondamentalement un résultat. Et c'est de ça dont on a besoin dans notre pédagogie actuellement. Vous partagez son avis, Ramatoulaye? Oui, je partage son avis et même j'irai plus loin en disant qu'aujourd'hui, cette réflexion-là doit être réadaptée. Parce qu'aujourd'hui, la philosophie ne doit pas être une question pour les jeunes, ou uniquement pour les jeunes ou uniquement pour les vieux. Parce que quand on parle de philosophie, tout le monde pense que ce sont des personnes qu'il faut marginaliser ou bien il faut que des personnes mûres fassent de la philosophie. J'aimerais que l'on réadapte la philosophie, que l'on consacre la philosophie aux jeunes aussi. Parce que ça, c'est important. Il faut que les enfants apprennent à réfléchir. Il faut qu'on laisse les enfants... C'est déjà le cas aujourd'hui, voilà. Au préscolaire, au secondaire, on apprend de la philosophie. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec, excusez-moi du terme, une jeunesse un petit peu endormie? C'est parce que la méthode n'est pas bonne. Aujourd'hui, il y a un problème avec la méthode d'enseigner la philosophie. Tantôt je le dis tantôt je l'ai dit et je vais le redire encore. Aujourd'hui, nous ne devons pas trouver une personne dans sa zone de confort et vouloir la tirer dans cette zone-là. Il faut qu'on cherche qu'est-ce qui intéresse réellement les jeunes, comment les jeunes agissent, comment ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Comment ils arrivent à porter des réflexions et sur quoi portent-ils aujourd'hui leurs réflexions? Et c'est à partir de là que nous devons chercher une meilleure méthode pour pouvoir intégrer cette réflexion-là, cette philosophie-là chez eux. Les pousser à réfléchir, mais dans leur zone de confort. Pas en les arrachant ou en leur forçant à apprendre Platon, Socrate, qui, je cite bien, sont très intéressants et ce sont de grands philosophes. Mais aujourd'hui, avec le monde qui évolue, il faut réadapter l'apprentissage de la philosophie aux réalités mondaines dans laquelle nous sommes. Justement, par rapport à ça, Mamadou, comment la philosophie influence-t-elle aujourd'hui l'apprentissage des jeunes? Alors, moi, je veux répondre autrement, c'est-à-dire aujourd'hui, en quoi la philosophie est importante pour les jeunes, parce qu'en réalité, c'est un peu ce qu'on essaie de faire au quotidien, c'est-à-dire amener à ce que les jeunes, les étudiants, les élèves puissent développer un certain nombre de compétences. Et je pense que la clé, elle est celle-là. Est-ce qu'au-delà du mot philosophie, il y a des exercices qui sont importants? On a dit, ben écoutez, c'est enseigner, oui, mais pourquoi c'est pas enseigner? Je veux vous reposer la question. Combien de fois, quand on était à l'université ou au collège, on est sorti de nos universités, on est sorti de nos collèges pour aller faire des recherches?
Il ne faut pas attendre en Master 2 ou en doctorat pour pouvoir le faire. Et moi, je pense que c'est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, reconnecter l'école dans sa communauté, reconnecter l'école avec d'autres acteurs qu'on a peut-être jusque-là écartés, hein, que je veux parler de la famille, parce que quand on parle de l'éducation, c'est tout un tout. Et généralement, on fait de l'éducation, je vais dire, un secteur très spécifique qu'il ne faut pas toucher, alors qu'en réalité, moi, je pense qu'il faut reconnecter. Et quand on reconnecte l'école dans sa communauté, on se retrouve à dire, ben, écoutez, réfléchissez sur l'environnement. Et il va réfléchir sur l'environnement comment? Il est obligé de sortir, il va aller rencontrer des personnes, il va aller rencontrer Baudelaire, il va aller rencontrer Issa, Rama. Et je pense qu'en faisant ça, sans toutefois le nommer, on est en train d'atteindre les objectifs et derrière, ils arrivent à communiquer parce qu'il ne s'agit pas que de réfléchir, hein. Il s'agit également de se faire comprendre. Le philosophe aussi essaye de se faire comprendre et se faire comprendre, c'est de pouvoir demain pouvoir faire vendre sa solution, se faire vendre dans le marché de l'emploi et on aura gagné. Évidemment, Issa, la philosophie, ça reste un levier de développement au finish. Oui, ça reste un levier de développement. Prenez le cas de l'État, par exemple. Moi, j'aurais bien voulu que quand l'État commence une certaine initiative, qu'il prenne un philosophe, qu'il le pose, qu'il dise qu'est-ce que tu en penses? Avant que les gens ne soient là sur le cadre technique, je suis un ingénieur, je vais construire cette route-là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais une autre personne, quelqu'un qui réfléchit beaucoup plus sur la valeur humaine, qui est un philosophe lui-même, permet de guider les gens dans la bonne direction. C'est la raison pour laquelle on se lance dans plein de choses. Ensuite, on se rend compte qu'on a exécuté les choses comme il fallait, mais ça n'a pas trop marché parce qu'en fait, on est trop dans le pratique, on est trop dans les sciences dures. Et c'est important de revenir dans les sciences de la société, dans les sciences sociales, comme la philosophie en tant que telle. Donc c'est un levier de développement quand on donnera un jour aux philosophes la place qu'ils méritent dans les instances de décision aussi. Et Baudelaire, aujourd'hui on parle de philosophie africaine. Quelle est la spécificité de celle-ci? Bon, on a parlé de philosophie africaine pour un peu dans la même volonté d'avoir une identité propre à notre philosophie, comme on a eu la même volonté d'avoir une identité propre dans notre littérature, dans nos contes. Bref, c'est juste une manière d'un peu se décaler de l'Occident. Mais la philosophie en tant que telle n'a pas de spécificité géographique. Voilà. Elle est humaine. Quand on remonte sur l'étymologie, j'ai dit tantôt qu'elle est amour de la sagesse. Et amour de la connaissance, amour de la sagesse, renvoie à l'humanité, globalement. Donc le chinois, il a une philosophie, le grec a une philosophie, l'africain a une philosophie. La philosophie, elle est individuelle. Chaque philosophe a sa propre philosophie. Vous avez votre philosophie, vous l'avez, j'ai la mienne. Maintenant, on se retrouve tous parce qu'on partage cette volonté d'aller vers le bien, cette volonté d'aller vers la connaissance, cette volonté d'aller vers la perfection. Et d'ailleurs, pour réutiliser le terme de Mamadou, c'est se connecter. Voilà, c'est l'interconnexion des réalités qui est la philosophie. Maintenant, la dimension du philosophe et l'apprentissage de la philosophie. Vous savez, tantôt, elle parlait de Socrate, de Platon, qui sont un peu anciens. Djeli Mamadou Kouyaté, vous vous souvenez? La parole du griot, Djeli Mamadou Kouyaté. Il dit, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Ouais. Ouais. La philosophie, elle est transhistorique. C'est-à-dire que Socrate est très actuel. Parce que le connais-toi toi-même est toujours aussi actuel, n'a jamais été aussi actuel qu'au XXIe siècle. Je parlais tantôt d'apostat de l'identité, mais nos jeunes ne se connaissent plus. Hein. On ne se connaît plus. On a d'autres références qu'on devait. Comment appeler le jeune à aimer la philosophie? Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer la philosophie. Ça, il faut bien le comprendre. Jean-Luc Chalumeau a dit « L'intellectuel qui reste conscient se heurte à l'inconscience généralisée ». Évidemment. Hein. Et malheureusement, on se retrouve dans ce scénario aujourd'hui, ce qui est un peu dommageable. Mais pour revenir un petit peu, si on va s'accrocher à notre thématique, la philosophie, ce n'est pas uniquement une affaire de jeunes, Mamadou. Mais non, je pense que c'est ce qu'on a essayé de dire, et je rejoins Baudelaire, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de se remettre en cause, de réfléchir, de communiquer, de trouver des solutions, et je pense qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a ni d'âge, il n'y a ni de restrictions géographiques, comme il a dit, ni de sexe, ce n'est ni une affaire d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, non, je pense que c'est
je pense, un questionnement que tout être humain doit avoir et qu'on doit aider à développer pour ceux qui n'ont pas de prépondérance. Parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aussi, à la fin, laisser quelques personnes réfléchir sur la marche du monde parce que d'autres n'ont pas eu la chance d'être accompagnés, de développer ces compétences-là. Et moi, je pense que c'est la clé du message que je veux tracer, c'est-à-dire à un moment donné, on peut apprendre cela. Il a dit, le connais-toi toi-même, ben écoutez, tous ceux qui ont fait qu'un seul cours de philosophie comme moi, on se rappelle de ça. Et aujourd'hui, quand on voit tous les gourous du développement personnel, on se pose des questions. Est-ce que c'est pas en train de faire de la philosophie? Issa l'a dit tout à l'heure. Est-ce que des sociologues ou d'autres personnes doivent être en amont de tout ce qui est implémentation d'infrastructures? Je me rappelle de cette anecdote très rapidement dans un cours de gestion de projet où on disait qu'il y a des expatriés qui sont venus apporter des solutions dans un village parce qu'ils voyaient des femmes qui traversaient 5 km chaque fois au marigot pour aller prendre de l'eau. Et ils se sont dit, ben non, pour ne pas faire souffrir ces dames-là, ils ont creuser un puits au milieu du village pour permettre à ces femmes-là de prendre de l'eau juste à côté. Mais quand ils reviennent après, ils se rendent compte que les femmes délaissent ce puits et ils vont toujours à 5 km prendre de l'eau. Et quand ils s'approchent d'elles pour savoir, ils se sont dit non, mais écoutez, nous, quand on va prendre l'eau, c'est le seul moyen ou c'est le seul moment qu'on est hors de nos familles ou bien hors de nos maris ou loin de nos maris pour discuter, échanger sur les choses de la famille. Ça veut dire que derrière, comme Issa l'a dit, l'entrepreneur, il n'apporte pas que des solutions, il réfléchit. Il réfléchit à voir quelle est la meilleure solution et pour ça, il discute. Il y a beaucoup de processus, on peut l'appeler design thinking. Il y a tellement de nouveaux, mais pour moi, derrière tout ça, c'est la philosophie. C'est évidemment la philosophie et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. À tout de suite. De retour sur Média TV Afrique pour la deuxième partie de votre émission Génération News. Aujourd'hui, force est de constater que les applications mobiles sont au cœur de l'apprentissage de jeunes en ce qui concerne les langues étrangères, en l'occurrence, ou dites langues vivantes. Issa, est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement et vraiment apprendre une langue étrangère via une application? Je dirais oui et je dirais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, l'apprentissage des langues était très complexe. C'était très compliqué, il fallait suivre des cours et tout ça. Il fallait en fait une dedication pour pouvoir le faire. Mais là, maintenant, je peux rester chez moi, télécharger Duolingo, télécharger une application et commencer à apprendre le mandarin pour connaître les termes basiques et pouvoir les utiliser si je voyage ou si je vais à l'international. Donc, on se rend compte au fur et à mesure, les applications nous permettent d'avoir des notions sur une langue. Mais maintenant, pour la pratique, parce qu'une langue est bien plus complexe, il y a la grammaire, il y a l'orthographe, il y a la conjugaison, il y a la dialectique, il y a l'intonation, il y a plein de choses. Mais une application n'est pas assez puissante pour pouvoir nous apprendre ça. Donc, je dirais oui et non. Vous parlez anglais. Évidemment, vous avez eu à apprendre cette langue via Internet. Racontez-nous un petit peu les efforts fournis. Ça prend combien de temps pour apprendre une langue étrangère via Internet? Ça sera un peu trop compliqué de le quantifier en termes de temps. Mais en termes d'effort, en fait. Parce que actuellement, en fait, on a la chance, notre génération, on a la chance d'être né quand Internet est venu. Et on a la possibilité d'avoir plusieurs supports. Moi, par exemple, personnellement, je n'ai pas honte de le dire, j'ai appris l'anglais via la musique et via les jeux vidéo parce que ça me permettait d'entrer dans une histoire bien complète où j'apprenais certains petits détails et tout ça. Et j'apprenais la dialectique, j'apprenais de l'histoire, j'apprenais les aventures. Et au fur et à mesure que ça se répétait, en fait, je kiffe. Quand tu vas à la musique, tu écoutes un son, c'est très cool, c'est très bon, tu écoutes les lyrics, mais ça reste dans ta tête. Souvent, nos parents nous disaient la manière dont toi tu chantes les sons là, si tu l'apprenais à tes leçons là, tu serais le premier de ta classe, n'est-ce pas? Ouais. Donc c'est comme ça en fait. Moi, j'ai appris l'anglais en faisant de la pratique tout le temps. Et bon, je ne peux pas le quantifier quand même, mais je veux dire que ça fait des années en fait que je fais de la pratique tous les jours. Évidemment, Momodou, aujourd'hui, on assiste à une flopée d'applications d'apprentissage des langues aujourd'hui. Chaque jour, il y a au moins une application qui voit le jour. Comment l'apprenant peut-il faire pour se retrouver avec cette flopée d'applications? Oui, et le phénomène ne touche pas que les langues. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on utilise le numérique pour renforcer ses compétences, ses capacités. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus
facile, je vais dire, plus avec les langues, parce qu'on se dit, ben, écoutez, on a beaucoup d'applications, comme vous le dites, mais aujourd'hui, on se rend compte que les applications sont de plus en plus performantes. C'est-à-dire aujourd'hui, avant, vous ne pouviez lire qu'un texte, avoir sa traduction. Aujourd'hui, vous avez même des groupes. Parce qu'en réalité, c'est l'une des limites de l'apprentissage par le numérique. On se dit, il n'y a pas ce contact humain, on n'arrive pas à discuter avec les gens. Mais on a aujourd'hui des communautés qui se créent à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle, et Issa l'a dit tout à l'heure, la gamification, c'est-à-dire à chaque fois, vous êtes obligé de venir parce que vous êtes récompensé par rapport au niveau, donc vous êtes stimulé pour pouvoir faire l'apprentissage. Vous avez des applications qui vont jusqu'à spécifier l'accent. Et on sait que, par exemple, l'anglais, c'est très important. Quand un Indien ou un Américain ou un Londonien vous parle, écoutez, à chaque fois, il faut plus de concentration. Je pense que ça peut, à premier abord, être difficile pour l'apprenant, mais l'idée, c'est de choisir la meilleure application peut-être sur le marché, se concentrer sur cette application parce qu'il y a une pédagogie. Donc, si vous vous retrouvez avec 2, 3, 4 applications, vous n'êtes pas forcément concentré. Choisissez l'application, concentrez-vous sur sa pédagogie et je pense qu'aujourd'hui, on a plusieurs applications qui sont tout aussi performantes. Baudelaire, Mamadou parlait d'un point qui est très intéressant, c'est évidemment les limites de l'apprentissage des langues étrangères sur les applications. On parlait, vous avez fait allusion à cette interactivité, interaction entre le professeur et évidemment l'apprenant. Ce n'est pas le cas sur l'application parce que l'application évidemment vous indique uniquement si vous avez fait une faute, enfin si vous avez fait le bon ou le mauvais choix. Mais le professeur, il va plus loin en soulignant la faute, l'apprentissage, le vocabulaire, comme l'a souligné Issa. Est-ce qu'aujourd'hui, Baudelaire, l'apprentissage traditionnel, c'est-à-dire dans un centre de formation pour apprendre l'anglais ou l'espagnol, ça reste aujourd'hui la meilleure solution? Incontestablement, ça reste la meilleure solution dans la mesure où l'informatique, les applications, se limitent aux notions. Comme l'a dit ça tout à l'heure, il y a des notions qui sont données et ça facilite la vie, certainement, surtout des voyageurs. Mais Saussure, Ferdinand de Saussure, nous disait que le fleuve de la langue coule sans interruption. Donc il faut à chaque fois ce contact humain. Parce que la langue, quand même, c'est le mode de transmission de l'épistémé, de l'ensemble des connaissances. Donc il faut ce contact humain permanent avec les autres pour pouvoir un peu se familiariser avec la langue, avec les accents, avec les petits détails qui sont internes, parce que chaque langue a son génie intérieur, le caractère sui generis des langues. Chaque langue a son génie intérieur et il faut à l'humain, à l'être qui le parle, à la réalité sociale qui véhicule cette langue, le mode de le transmettre. Parce que l'informatique, elle est un peu statique, stérile, froid, j'allais dire. Alors que l'humain, il est chaud. Pour reprendre le truc, la langue, c'est l'ensemble des conventions propres à une société. Donc, pour comprendre les conventions d'une société, il faut fondamentalement un être social. Mais oui, allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec Baudelaire, sauf que je veux dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'applications qui sont très performantes. Aujourd'hui, on a des applications grâce à l'intelligence artificielle qui peuvent vraiment s'adapter à votre besoin. C'est-à-dire que quand vous téléchargez l'application, on vous demande qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous voulez apprendre la langue, peut-être parce que vous voulez voyager, etc. Et par rapport à votre objectif, le système va s'adapter, va envoyer des rappels, va contextualiser. C'est vrai, je suis d'accord que ce contact humain, mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a de plus en plus de... rien ne peut remplacer le contact humain. Il faudrait que je ne veux pas défendre l'indéfendable, mais je veux dire aujourd'hui, les applications sont de plus en plus performantes, de plus en plus outils, et c'est plus qu'un simple outil parce que ça devient de plus en plus performant et ça peut vraiment aider. Il me rejoint, parce que quand il parle de voyageurs, du contexte dans lequel vous voulez apprendre la langue, c'est les notions dont je parlais. Ça facilite la vie des voyageurs, des peut-être restaurateurs, etc. Mais globalement, une langue, ça ne s'apprend qu'avec l'humain. Disons qu'ils sont complémentaires. Voilà. On peut dire qu'ils sont complémentaires dans la mesure où moi, je peux faire le contact humain
apprendre, oui, j'apprends des subtilités et quand je sors, je vais le compléter. Là, maintenant, les applications sont devenues beaucoup plus performantes. Prenons l'exemple de Buzu, par exemple. Buzu, c'est une application qui, en plus de Duolingo, qui te permet d'apprendre, de t'interconnecter avec d'autres sociétés. Parce que la barrière linguistique a été un grand problème pour l'humanité. À chaque fois, si moi, je vais en Chine, je ne parle pas chinois, mais je ne peux rien faire là-bas. Je ne peux pas travailler, je ne peux même pas trouver où se trouve une école, où se trouve une rue, par exemple. Donc, c'est un problème pour l'humanité de pouvoir se connecter depuis que la tour de Babel a été Mais là, si j'ai la possibilité de me connecter à quelqu'un qui vit ailleurs à travers le monde parce que j'ai appris un tout petit peu de cette langue-là, j'ai de la chance. Un autre élément, les applications nous permettent maintenant de sauver les langues. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a une dizaine de langues qui disparaissent dans toutes les zones du monde. Donc, plus il y a l'anglicisation, la francisation, tous ces éléments-là qui viennent, les cultures ont tendance à se dissiper. Et maintenant, si moi, je sauvegarde le patrimoine culturel dans une langue et je le mets dans une application que je le garde, quelqu'un qui va apprendre, je ne sais pas, la langue ancienne égyptienne peut l'apprendre maintenant dans une application sans trouver une personne qui le fait. Donc je pense que quand même c'est complémentaire. Ouais, justement pour appuyer un petit peu ce que Issa vient de dire, évidemment c'est d'essayer de trouver un équilibre entre l'apprentissage via évidemment l'être humain et l'application. Mais pour revenir sur le point que Mamadou a évoqué, qui est un point évidemment très intéressant, c'est la place évidemment de l'enseignant dans l'apprentissage. Alors les applications, elles sont devenues évidemment performantes aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle, mais Ramatoulaye, les applications ne vont pas évidemment piquer le boulot des enseignants, mais en fait c'est qu'aujourd'hui ça va peut-être un peu complexifier l'enseignement des langues. Bien sûr. Il est important de savoir qu'avec les applications, on peut apprendre une langue étrangère. Ça aussi, j'aimerais que l'on soit d'accord là-dessus. Je vous donne, parce qu'aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, on intègre l'apprentissage des langues. Dans les applications comme Facebook ou Twitter ou ces applications-là, on intègre l'apprentissage des langues. Si je prends l'exemple d'une application comme Tandem, c'est un réseau social où tout le monde se réunit. Vous pouvez rencontrer un Chinois, un Jamaïcain, ça dépend. Et dans cet échange-là, chacun peut enseigner à l'autre sa langue. Et même aujourd'hui, il y a des professeurs qui sont engagés au niveau de ces sociétés-là. Et ces professeurs sont présents dans les applications. Vous pouvez être constamment en contact avec eux, les solliciter pour vous enseigner une langue, etc. Donc, ça ne pique pas leur travail, comme vous dites, mais aujourd'hui, ça les aide encore plus à pouvoir faire ce métier-là. Parce qu'un professeur qui se trouve au Sénégal et qui a envie d'enseigner le Wolof à quelqu'un qui est en France, avec une application, avec les applications aujourd'hui, c'est très facile. Vous pouvez soit choisir de faire un appel vidéo pour pouvoir enseigner la langue, prendre des cours, faire des notes, etc. Ou même par message, ça dépend. Les professeurs sont là, présents dans les applications, parce que dans chaque application, pour apprendre une langue aujourd'hui, il y a une partie qui est réservée pour ces enseignants-là, pour ces professeurs-là. Et revenons un petit peu sur les applications. Issa, on a cité, il y en a tellement ces applications, mais est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression que quelque part, il y a du commercial dans ce qu'ils mettent en place? Quand on revoit aussi la manière dont les applications sont construites, évidemment, c'est pour garder l'apprenant en haleine, puisqu'il y a des étapes à franchir pour arriver à un bon niveau, si on peut le dire ainsi. Essayons de revenir un peu en arrière. Pourquoi ces applications? À la base, moi, je peux être professeur d'anglais ou professeur de Wolof, whatever. Et au fur et à mesure que le temps avance, j'avais mes élèves qui venaient me voir et tout ça. Maintenant, la distance peut nous séparer ou le nombre peut poser un problème. Donc là, actuellement, j'ai la possibilité maintenant d'aller sur Internet et de donner mes cours et de les envoyer par email. Au fur et à mesure que la technologie a avancé, on a condensé cela dans une application pour permettre à plus de gens de pouvoir les avoir. C'est comme ça que les applications sont nées. Donc, ça devient un outil pour ces enseignants-là. Et si les enseignants, ils ne donnent pas gratuitement des cours. Et ceux qui aussi veulent apprendre aux gens aussi, ils ne le donnent pas gratuitement. Donc aussi, il y a de la monnaie en fait dans tous ces éléments-là. Et il faut bien le comprendre. Quand moi, je veux apprendre quelque chose qui va me servir toute ma vie, je suis prêt à payer. Et en parlant des applications, il y en a qui sont payantes, comme évidemment on le sait tous, mais il y a beaucoup d'applications gratuites. Est-ce qu'aujourd'hui, une application gratuite rime avec la qualité de l'application? Oui, parce que le modèle économique n'est pas pareil. Il y a beaucoup d'applications où on parle de freemium en modèle économique, c'est-à-dire c'est gratuit, mais on vous dit si vous ne voulez pas avoir de publicité, parce que derrière il y a des publicités intempestives qui vous
à chaque fois, vous devez attendre 5 secondes pour voir votre vidéo de cours, mais on vous dit, si vous ne voulez pas être, je vais dire, interrompu par ces publicités, en ce moment, vous payez par mois. Ou bien, on va vous dire, il y a 10 niveaux de connaissances, ben, écoutez, les 7 premiers étant gratuits, les 3 derniers niveaux sont payants. En ce moment, vous qui avez déjà commencé, parce que c'est de la gamification, en réalité, on vous met en haleine, vous êtes en train de consommer, vous dites, ben, écoutez, moi, et là, on va mieux même, on vous met en concurrence avec d'autres personnes qui sont dans le monde. Donc, ouais, moi, j'ai 1000 points, je vais avoir 10 000 points, mais écoutez, pour terminer, il faut payer quelque chose. Mais ça n'a rien à voir avec je vais dire, la qualité, et les meilleures applications de langue, quelques-unes ont été citées ici, sont gratuites. En tout cas, pour la grande majorité. Les gens ne sont pas, enfin tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, avec l'apprentissage via des applications. Et évidemment, c'est le cas de notre cher Baudelaire. Qu'est-ce qui gêne dans ça, en fait, dans l'apprentissage via les applications? La segmentation, comme il a dit. En apprenant une langue dans une application, il faut forcément des étapes. Alors, un curieux comme moi ne peut pas attendre le prochain niveau. Alors que quand il s'agit de l'apprentissage humain, ou bien dans un livre bien écrit, il s'agit seulement de feuilleter ou bien de suivre le fil du cours. C'est juste ça. L'apprentissage dans les applications, elle est fragmentée. Mais il y a aussi, quelque part, Rama, oui, vous voulez rebondir sur un point? Non, parce qu'il a tantôt parlé d'une segmentation. Mais même dans l'apprentissage humain, il y a une segmentation. Parce que ce n'est pas au premier cours que le prof va tout enseigner comme ça. Mais au premier cours, il y va étape par étape. Au premier cours, il y a un chapitre qui est consulté. C'est la même chose dans les applications. Alors, dans les applications, il y a une fragmentation qui n'est pas forcément logique. Et c'est par chapitre. Par exemple, si je prends les applications qui vous apprennent le français, ils vous apprennent d'abord le présent de l'indicatif qui est une base. Après le présent de l'indicatif, il va vous apprendre quels sont les adjectifs qu'il faut connaître ou bien les prépositions, étape par étape. Mais ce n'est pas quelque chose que l'application vous donne comme ça d'un coup. Même celui qui apprend n'aura pas le temps de bien accumuler les connaissances. Ce n'est pas avec le contact humain, c'est la même chose. Le prof ne va pas venir le premier jour et vous donner toutes les connaissances. Il va au fil du temps vous donner des chapitres. Aujourd'hui, on fait la conjugaison. Demain, on fait l'orthographe. Demain, la grammaire. C'est comme ça dans les applications. Donc, je pense que dans les... Alors, pour revenir sur votre exemple, dans les applications, quand il y a par exemple présent de l'indicatif, comme vous dites, le présent sera fragmenté. Il y aura des niveaux d'apprentissage. Maintenant, quand il s'agit... Parce qu'il ne faut pas ça oublier dépend des applications. que derrière les applications, c'est des professionnels applications. de l'enseignement, c'est des pédagogues qui font ces applications-là. C'est dans la dimension pédagogique que je voulais insister. C'est dans la dimension pédagogique. Parce qu'il y a un petit souci pédagogique dans le truc. Par exemple, quand le professeur ou bien le pédagogue vient donner sa conférence, donner son cours, il insiste sur le profil des étudiants, des apprenants. Mais le pédagogue qui est derrière sa machine, comment peut-il insister sur le profil ou bien sur le besoin Je pense que c'est un peu ça. Je pense que ce que Baudelaire dit, et je l'ai dit en introduction, ça ne concerne pas que les langues. C'est la pédagogie personnalisée contre une pédagogie collective, une pédagogie active contre celle qui peut être dite passive. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai. Et même si je prends cet exemple-là, je serais tenté à dire que la technologie qui étudie quand est-ce que vous vous connectez, la manière que vous vous connectez, quelle vidéo vous avez cliqué en premier, grâce derrière à ce qu'on appelle intelligence artificielle, est mieux à proposer des contenus qui sont plus adaptés à votre contexte, et c'est ce que nous appelle un enseignement personnalisé, contrairement à peut-être un enseignant qui a 30 personnes dans la classe. Et c'est le même contenu, et même s'il personnalise, on est tenté à dire que de l'autre côté, on pourra mieux contextualiser. Mais je pense que la conclusion, c'est ce qu'Issa l'a dit, c'est du blended learning, c'est de l'enseignement mix, une partie en présentiel, une partie en ligne, parce que même si vous allez dans n'importe quel, et je vous mets à défi, à Dakar, tous les centres qui enseignent
l'anglais, les centres spécialisés ont tous leur labo de langue et dans les labos de langue, vous allez voir les casques et les casques, c'est quoi? C'est du numérique derrière. Justement, en parlant du numérique, associer l'audio à l'image, ça reste évidemment un procédé très intéressant et très efficace dans l'apprentissage de la langue. Oui, bon, il y a eu des initiatives qui ont été lancées, comme Kiosk par exemple, qui a été lancé en Grande-Bretagne. Ensuite, ça a fait un peu le tour de l'Europe. Kiosk, en fait, c'est une application qui réunit les gens et à ce qu'ils en fait partagent du contenu vidéo et puissent commenter là-dessus. Et en plus, après ces contenus vidéo, ils vont pouvoir discuter et toutes ces choses-là. Netflix aussi l'a fait. Là, actuellement, vous allez à l'école dans un collège, vous allez trouver les enfants qui sont là-bas, ils ont Netflix dans leur smartphone. Et Netflix, c'est une application qui te permet de regarder des films de manière illimitée et tout ça. Et on voit qu'au fur et à mesure, les gens ont tendance à regarder des films en anglais parce que ça leur permet... En version originale. Hein, ouais, exactement, ça leur permet de parfaire leur vocabulaire. Et maintenant, Netflix te donne la possibilité de revenir sur l'audio et le son et l'apprentissage en tant que tel, d'apprendre une nouvelle langue. Avec tout ça. Donc, par exemple, tu peux faire activer les sous-titres et activer 2 sous-titres en même temps. Le sous-titre par lequel toi tu es à l'aise et le sous-titre de la langue que tu vas apprendre et la version audio. Et maintenant, en regardant les actions qui se font, donc tu as de la pédagogie qui vient et en lisant aussi ce qui est écrit en bas, tu as plus l'habitude de comprendre en fait des qui. Moi, par exemple, quand je regarde un film en anglais, je mets les sous-titres en français. Comme ça, la personne parle quelque chose en anglais. Facilement, il y a l'explication. Oui, Ramatoulaye. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous dire en appui par rapport aux sous-titres, parce que c'est quelque chose que je fais très souvent. Je regarde la version originale en anglais et je lis le sous-titrage. Comme ça me permet au moins d'apprendre de nouveaux mots. Et après, avec le dictionnaire, je peux approfondir les connaissances. Donc, c'est une méthode très intéressante et très importante aussi dans l'apprentissage des langues avec les applications. Mais est-ce qu'en Afrique, c'est pas un petit peu compliqué aujourd'hui quand on voit le coût aujourd'hui pour l'apprenant d'acheter par exemple une connexion pour redémarrer son application? Ça reste un peu compliqué également sur le continent, Mamadou. Alors, j'ai tendance à dire que la technologie, c'est pour tout le monde. Si on commence à limiter le continent africain parce qu'on pense toujours qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat pour pouvoir, je pense, je vais dire acheter du crédit de communication, on fait une mauvaise lecture parce qu'aujourd'hui, le taux de progression sur les réseaux sociaux dans le monde, l'Afrique, aujourd'hui, c'est un boom. Ça dit, c'est vrai, je suis d'accord que Internet coûte moins cher aux États-Unis et en France qu'au Sénégal. C'est une réalité. Et ça, c'est un débat où je veux dire qu'il doit se mener pour voir comment est-ce qu'on rend Internet vraiment universel. Mais pour moi, ça ne doit pas être une barrière parce qu'on est à longueur de quotidien sur WhatsApp, sur Facebook et autres. Je mets à défi un jeune qui ne se connecte pas. Alors, je parle un peu des villes, hein, je ne parle pas... Même dans les villages aujourd'hui, on arrive à se connecter. C'est vrai que c'est un problème, mais je n'ai pas envie d'en faire un problème. Je vais être vraiment très optimiste parce qu'on a tellement d'opportunités avec le numérique. Si on commence à se poser des questions de dire, bah, écoutez, parce que ceux-ci n'en ont pas besoin. Je reviens sur une anecdote très rapidement, et ça a été dit par l'ancien directeur de la banque Crédit Suisse, Tidjane Thiam, qui disait que dans un village, quand il était encore, je pense, un des ministres en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale a voulu dans le village mettre des routes. Et quand on a demandé au chef du village, il a dit non, qu'il voulait avoir de la communication. Et l'expert était interloqué de savoir pourquoi on voulait de la communication. Et celui-là lui répond, mais avec la communication, moi je suis certes au champ, mais tous mes enfants, tous mes jeunes sont en ville. Donc aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de communiquer avec eux, c'est ça qui est la priorité, plutôt que de me mettre une route. Donc, le numérique vient avec ses avantages. L'infrastructure de télécommunication, c'est un problème, mais n'en faisons pas une barrière, essayons de l'élever. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, Baudelaire, ça veut dire que lorsqu'on pense apprentissage de la langue, on voit tout de suite le numérique? Oui et non. Oui et non, parce que comme ça a été globalisé tout à l'heure, il y a une dimension numérique, mais il y a une dimension humaine. Et dans la dimension numérique, Mamadou en a parlé tout à l'heure, il y a un problème de choix. Parce que le choix, généralement, est fait sur les réseaux sociaux et les applications qui transmettent les connaissances sont souvent délaissées. Et c'est le même problème dans la dimension humaine. Le choix est souvent délaissé quand il s'agit d'apprendre ce qui est utile. Et c'est justement ça.
C'est juste un problème de choix, l'instant décisionnel. C'est là où l'humain est important. Voilà. C'est là où l'enseignant, c'est là où moi j'appelle limite du numérique, c'est-à-dire cette discipline-là. En fait, pour mieux apprendre avec le numérique, il faut une autodiscipline qui n'est pas facile à avoir. Et c'est là où derrière, quand on a un humain, quand on a un enseignant qui est là et qui vous dit, ben, écoutez, vous êtes obligé de lire ça parce que demain on a un devoir, si vous ne l'avez pas, vous avez 0, ça permet un peu d'autodiscipliner, mais je pense que le gros problème qu'on a dans le numérique aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'informations, tellement de formations qu'on n'arrive pas à s'autodiscipliner pour aller au bout. Donc, Ramatoulaye, donc, s'il fallait aujourd'hui ramasser un petit peu tout ce qui a été dit sur le plateau de Génération News, l'apprentissage des langues via des applications, ça reste ludique, mais incomplet en fait. Oui, oui, ça reste ludique et incomplet. Je vous rejoins sur ce. Parce que comme ils l'ont soulevé à l'instant, cette capacité à dire à la personne, apprends, il est l'heure d'apprendre, ou bien à cette heure-là, vous devez aller apprendre, ça manque dans les applications. Et ça, c'est important. Je pense que c'est la grande limite de tout cela. Mais aussi, il y a une chose qu'il faut noter. Aujourd'hui, le temps est quelque chose qui interpelle tout le monde. Il y a un véritable manque de temps aujourd'hui. Et avec ces applications-là, si la personne est méthodique, elle arrive à gérer son temps. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a beaucoup d'engagement, qui a beaucoup de responsabilités aujourd'hui et qui a des partenaires qui sont en Chine, peut-être son agenda ne lui permet pas de se déplacer tout le temps, d'aller voir un professeur, d'apprendre. Mais avec les applications, avec un rythme régulier, avec le respect de ce rythme-là, surtout, comme il l'a dit, respecter le rythme. C'est pourquoi même dans certaines applications, aujourd'hui, on met des rappels. À l'heure de l'apprentissage, il y a un rappel qui sonne pour vous dire qu'il est l'heure pour vous d'aller apprendre. Alors, si la personne est méthodique, si la personne respecte ses cours, je pense qu'avec les applications, elle peut facilement apprendre n'importe quelle langue, à son rythme. Et évidemment, pour rejoindre ce que Issa dit, Ramatoulaye dit, Issa, en quelques minutes, parce que nous sommes, évidemment, on arrive au terme de notre émission, c'est possible, évidemment, d'apprendre une langue étrangère via une application, mais comme on l'a dit, c'est l'équilibre entre l'apprentissage sur l'application et avec un être humain. Bah, effectivement, mais c'est bien, ça va même au-delà. Par exemple, hier, j'étais avec une cliente, la personne te dit que j'ai vu que tu parles avec tes employés en anglais. Moi-même, ça m'aiderait bien qu'on fasse maintenant nos transactions, nos mails et tout ça en anglais, parce que ça me permet de le mettre en pratique. Le problème qui se pose, que je sois avec un professeur, ce sera sûrement Baudelaire, que ce soit avec une application faite par Mamadou, par exemple, quoi qu'il puisse se passer, j'ai besoin de mettre en pratique la langue. Donc il y a cette rigueur-là, mais il y a aussi cet exercice en fait parce que là, la langue, du point de vue biologique, a besoin de se muscler en fait pour pouvoir faire certaines intonations. Donc du coup, je pense que c'est important d'avoir cette teneur-là, cette responsabilité de pouvoir le continuer en fait. Donc c'est un peu ça, ouais. Exactement. Et nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Merci Ramatoulaye, merci Mamadou, merci Aïssa, merci également à Baudelaire d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problèmes liés à la jeunesse. Bonne suite des programmes sur Média TV Africa.